Vous écoutez le journal des diasporas africaines. Bonjour. Zoom on the beat. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Il y a des bonnes, il y a des mauvaises, mais il y a des nouvelles pour vous. Vous écoutez le journal des diasporas africaines. Sébastien Perry-Moni, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je vous reçois dans le cadre du journal des diasporas africaines. Pour le coup, il s'agira de la diaspora française sur le continent africain. Alors, vous allez vous présenter et nous dire pourquoi vous souhaitez être, à partir du 2 avril prochain, le député des Français de l'étranger dans la 9e circonscription qui inclut plusieurs pays africains. Je vais les citer. Il y a la Tunisie, la Sierra Leone, le Sénégal, le Niger, la Mauritanie, le Maroc, le Mali, la Libye, le Libéria, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry, la Gambie, la Côte d'Ivoire, le Cap-Vert, le Burkina Faso et l'Algérie. Tout à fait. Alors pourquoi voulez-vous être député des Français? Déjà, il faut savoir que l'élection avait eu lieu l'an dernier, elle a été annulée, donc il y a une nouvelle élection qui aura lieu, comme vous l'avez dit, le 2 avril, donc à laquelle sont appelés à voter les Français qui vivent donc dans les 16 pays que vous avez mentionnés, donc c'est bien les Français qui votent. Pourquoi je suis candidat? Parce que tout simplement, aujourd'hui, il faut voir l'Afrique avec les yeux du futur. On l'a vu, M. Macron revient d'une tournée en Afrique où partout la jeunesse et les populations ont montré leurs sentiments anti-français et ont montré leur volonté de mettre fin à la politique de la France en Afrique. Et donc tout le but de ma campagne, c'est de voir l'Afrique avec les yeux du futur. On l'a vu, il y a eu des révolutions populaires dans de nombreux pays ces dernières années, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée. La jeunesse africaine veut retrouver sa souveraineté. Et donc aujourd'hui, malheureusement, la France est sourde à cette demande de souveraineté. On l'a encore vu quand M. Macron parle de co-gérer des bases militaires, alors que la question que demande l'Afrique, c'est bien de mettre fin à ces bases militaires. Donc il faut aujourd'hui des nouveaux députés qui mettent en place justement un nouveau paradigme, comme on dit maintenant, un changement de paradigme dans les relations entre la France et l'Afrique, et qui répond justement à cet appel de la jeunesse africaine pour récupérer sa souveraineté. C'est tout le but de ma campagne, et donc elle est, je dirais, atypique de ce point de vue-là, puisque le thème de ma campagne, c'est voir l'Afrique avec les yeux du futur, c'est-à-dire de proposer justement que la France aide l'Afrique à recouvrer sa souveraineté, à lancer des politiques de grands projets. Moi, j'en parle dans ma profession de foi, en particulier des projets comme le projet Africa-Rail, par exemple, pour relier toutes les capitales d'Afrique de l'Ouest par des trains à grande vitesse, le projet Fagibine au Mali, pour remettre en eau et faire du Mali le grenier alimentaire. C'est-à-dire tous ces projets qui avaient été défendus par des gens comme Thomas Sankara, la muraille verte également, tous ces projets qui avaient été défendus par les leaders des années 60 et qui malheureusement ont tous été assassinés par ce néocolonialisme, par la France-Afrique, et donc tous ces projets n'ont jamais été réalisés. Donc c'est vraiment ce nouveau partenariat qu'il faut proposer, répondre à l'appel des populations, à leur soif de développement, à leur soif de souveraineté, et plus à les donner des leçons de morale et penser que ce que dit la France est universel, alors qu'on mène une politique totalement unilatérale. Comment expliquer cette surdité et ce cynisme de la France, en fait, qui ne comprend pas les enjeux? C'est pas que la France ne comprend pas les enjeux, la France comprend très bien les enjeux. La France a une politique, si vous voulez, de précaré. Elle a toujours considéré, si vous voulez, l'Afrique de l'Ouest en particulier, comme son petit jardin privé. On le voit aujourd'hui, regardez, on a encore le franc CFA. Donc ça veut dire que vous avez 14 pays aujourd'hui d'Afrique qui sont sous tutelle, sous curatelle financière, où ils ne décident ni de leur budget, ni de leur crédit, ni de leur émission monétaire, parce que c'est contrôlé par le trésor public français. Donc la France est tout à fait consciente, enfin quand je dis la France, le gouvernement français est tout à fait conscient de sa politique néocoloniale. Et il l'assume. Donc c'est avec ça qu'il faut briser aujourd'hui. C'est pour ça que je me présente dans cette élection, pour qu'il y ait au moins un député qui ose dire qu'il faut mettre fin à cette politique France-africaine. Mais je ne crois pas que la politique française soit sourde, si vous voulez, aux demandes des populations africaines. Je pense que malheureusement la politique française fait tout pour maintenir
sa politique hégémonique et de contrôle via en particulier le franc CFA et les accords de coopération militaire. Donc on le voit avec le cas du Burkina Faso, qui aujourd'hui vient de rompre avec ses accords militaires. Le Mali l'a fait, d'autres pays vont le faire par la suite. Malheureusement, je dirais la France essaie de maintenir son contrôle de ces pays, mais dans un contexte de plus en plus difficile, parce que justement aujourd'hui, les populations, et en particulier la jeunesse, est réveillée et veut recouvrer sa souveraineté. Nous pas bouger. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Nous pas bouger. Selon un rapport de l'ONU sur l'indice de développement humain, bon, c'est ce que je lis sur votre projet de société, comme qui dirait. Alors vous écrivez que 11 des 16 pays de la 9e circonscription, les Français de l'étranger sont classés parmi, et c'est vraiment incroyable, les 30 nations les plus pauvres au monde. Comment expliquer ça? Ce n'est pas incroyable, c'est la réalité. Donc 11 des 16 pays de la circonscription, les pays que vous avez mentionnés. Donc évidemment, l'Afrique du Nord est un peu à part parce qu'ils ont des indices de développement humain un peu supérieurs. Mais les 11 autres pays qui sont en Afrique de l'Ouest sont tous parmi les 30 nations les plus pauvres de la planète. C'est un scandale humanitaire, c'est un scandale majeur. Et justement, c'est lié au fait que ces pays n'ont pas pu se développer à cause de la tutelle exercée par la France-Afrique sur ces pays. Donc, il y a 6 pays d'ailleurs qui sont dans la zone CFA, dans ma circonscription, et qui font partie de ces pays les plus pauvres de la planète. Enfin, vous imaginez que, bon, moi j'ai eu la chance d'aller au Mali, en Côte d'Ivoire, j'ai fait plusieurs pays de la circonscription. Quand vous allez au Mali, il n'y a pas 1 kilomètre de chemin de fer, il n'y a pas d'infrastructure. Vous allez au Niger, c'est pareil. C'est incroyable. Le Niger, à qui on a eu tout l'uranium du Niger pour nos centrales nucléaires françaises. Aujourd'hui, là-bas, vous avez à peine 15% de la population qui a accès à l'électricité. Donc on ne peut pas parler de partenariat gagnant-gagnant dans ces conditions. C'est un pillage systémique qui a été mis en place depuis les indépendances. Et aujourd'hui, c'est à ça qu'il faut mettre fin, parce qu'il n'y aura pas de paix, il n'y aura pas de progrès sans qu'il y ait des projets de développement dans ces régions. Et la France peut jouer un rôle positif si justement elle change sa politique et elle entre justement dans une vision développementaliste et plus néocoloniale. Alors dans ce cas-là, justement, dans ces pays où vivent beaucoup de Français, on peut imaginer que les Français à qui vous vous adressez ne se sentent pas vraiment en sécurité et en sérénité. C'est un petit peu tout le, si vous voulez, le but de ma campagne. C'est-à-dire que des Français vivent en Afrique, pour moi c'est très très bien. Que des Français travaillent en Afrique, c'est très très bien. Mais aujourd'hui on le voit avec ce sentiment anti-français, ce rejet de la politique néocoloniale française fait que justement il y a un sentiment anti-France qui se développe. Et en effet, les Français ne peuvent plus vivre en sérénité. On le voit au Mali, on le voit au Burkina Faso, on l'a vu au Sénégal, vous savez, quand il y a eu les halls champs qui ont été saccagés avec le mouvement France Dégage. Donc vous avez une révolution en cours justement contre cet ordre néocolonial. Donc évidemment, les Français qui sont sur place ne peuvent pas se sentir sereins de participer quelque part à ce processus néocolonial. Et moi, c'est ça que je veux changer. C'est pas de dire la France dégage, c'est de dire si la France change sa politique, si la France, au lieu d'exercer justement ce pillage systématique des matières premières, ce contrôle de la politique, ce contrôle de la monnaie, entre dans une politique de co-développement. C'est pour ça que, en tant que député, moi je me battrai pour la création d'un ministère du co-développement, pour justement lancer cette politique de grands projets en partenariat. Donc à ce moment-là, les Français, parce que dans plein de domaines, dans le nucléaire, vous savez qu'il y a beaucoup de pays d'Afrique qui se lancent dans le nucléaire civil, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, tous ces pays-là sont en train de créer des agences spatiales nationales pour développer des nanosatellites de télécommunications, pour lutter contre leur paillage clandestin, pour gérer le cadastre, pour gérer l'irrigation pour l'agriculture. Enfin, il y a plein de domaines dans lesquels la France pourrait contribuer avec son savoir-faire, ses technologies, pour aider l'Afrique justement à se développer. Donc moi, c'est cet état d'esprit-là que je veux, le co-développement plutôt que le néocolonialisme. Vous écoutez
écoutez l'Afrique d'une seule voix. Alors ces Français de l'étranger, quel est leur profil? Qu'est-ce qu'ils font en Afrique pour l'essentiel? Est-ce que ce sont toujours des coopérants, comme on le disait avant, ou est-ce qu'on continue à les appeler des coopérants? Alors non, on n'appelle plus ça les coopérants aujourd'hui, pas au sens historique du terme. C'est beaucoup toutes les entreprises françaises qui sont en Afrique de l'Ouest. Donc évidemment, c'est des salariés de grandes entreprises, Vinci, Bouygues, Orange, L'Oréal, Bolloré un peu moins maintenant, puisqu'il s'est fait virer à peu près de partout. Mais ce que je veux dire, c'est surtout des salariés. Après, il y a aussi beaucoup d'humanitaires français qui travaillent sur place, parce qu'évidemment, comme je l'ai décrit, la situation est très difficile, donc il y a beaucoup d'humanitaires. Donc voilà, c'est des profils assez atypiques, mais c'est beaucoup de salariés de grandes entreprises qui justement sont dans cette dynamique, si vous voulez, disons de la France-Afrique. C'est-à-dire c'est pas eux le problème, mais ils sont finalement enfermés dans ce système où il n'y a pas de développement réel pour le pays. Est-ce qu'ils sont conscients de ça? Est-ce qu'ils s'en foutent? Comment ils perçoivent les choses? Alors c'est un peu particulier parce que en fait au niveau de l'élection, l'élection qui a eu lieu l'an dernier, vous savez, il y a eu 90% d'abstention. Ah ouais. Donc sur 120 000 Français qui vivent sur place, il y en a à peu près 125 000 dans les 16 pays que vous avez mentionnés. Sur 120 000, finalement, il y en a 90% qui ne votent pas. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Le journal des diasporas africaines. Pourquoi il y a une raison légitime et une raison illégitime? C'est-à-dire que, en fait, ils ont bien vu que la politique, depuis 30 ou 40 ans, ne changeait rien. Ni à la politique sur place, ni à leurs propres revendications, puisque les Français de l'étranger ont aussi des problèmes pour mettre leurs enfants à l'école, pour avoir accès à des comptes bancaires. Enfin, il y a plein de situations dans lesquelles ils ont des problèmes, et qu'on leur a promis depuis 30 ans qu'on allait résoudre leurs problèmes. Vous savez, c'est la politique française depuis 30 ans. On fait des promesses à chaque élection, mais elles ne sont jamais tenues. Donc, du coup, les gens se sont détournés de la politique petit à petit et pensent que l'élection ne va rien changer. Or, moi, ce que je leur dis, c'est qu'aujourd'hui, ça peut changer les choses. Si on a des députés qui sont conscients des problèmes et conscients de la situation, et qu'on change fondamentalement la politique, alors on peut régler les problèmes. Mais malheureusement, c'est un discours qui est encore très très difficile à faire passer, et c'est là où c'est illégitime qu'il y ait 90% d'abstention, parce que dans une démocratie, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, si on veut que ça change, on va voter. Donc j'appelle tous les électeurs français ou binationaux qui votent dans ces 16 pays à voter, bien sûr pour moi, mais à voter. Parce que c'est pas en ne pas votant qu'on va réussir à changer les choses, et on est dans un changement d'époque. Donc il faut saisir l'opportunité en plein vol, si je peux dire, pour accélérer ce processus de normalisation et de co-développement entre nos pays respectifs. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Alors Sébastien Périmoni, vous vous battez depuis des années pour un projet qui s'appelle Africa Rail. Avant qu'on en parle, est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours? Pourquoi vous vous intéressez autant à l'Afrique, au continent africain? En deux mots, déjà, c'est une passion d'adolescent. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu un rêve quand j'étais jeune, c'était de visiter l'Égypte et de voir les pyramides. Donc, dès que j'ai eu mon premier salaire, j'ai pris un billet d'avion et je suis allé visiter l'Égypte. Et j'ai découvert toute l'histoire magnifique de ce pays. Je me suis ensuite beaucoup intéressé aux écrits de Cheikh Anta Diop, et c'est devenu petit à petit une passion. L'Afrique est devenue une passion pour moi, et puis j'ai une autre passion qui est la politique. Donc en effet, depuis maintenant 2003, je suis engagé dans le parti Solidarité et Progrès, dont le président est Jacques Cheminade, avec qui on a fait 3 campagnes présidentielles. Et donc j'ai été nommé porte-parole sur les questions africaines à plusieurs reprises dans ces différentes campagnes. Et donc de là est devenu mon parcours politique vis-à-vis de l'Afrique, ce qui m'a amené à visiter aujourd'hui 8 pays d'Afrique, aller faire des conférences, proposer nos initiatives, développer un partenariat justement. Donc c'est un petit peu comme ça, si vous voulez, que je me suis un peu, on va dire, spécialisé, si on peut dire, sur les questions africaines. Africa Rail, expliquez-nous. Alors Africa Rail, c'est un projet passionnant. C'est un projet passionnant parce que
ça avait été proposé dans les années 90, à l'époque. C'était l'idée de relier toutes les capitales d'Afrique de l'Ouest, donc par des trains à grande vitesse. Donc c'est une boucle ferroviaire en fait, qui allait à la base devait connecter la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin et le Togo. Donc une boucle dans ces pays-là. Et donc, les chefs d'État à l'époque avaient signé, on s'était engagé, Monsieur Bolloré s'était engagé à réaliser ce projet, mais bien sûr, rien n'a jamais été fait. Et donc aujourd'hui, comme je l'ai dit d'ailleurs dans une vidéo, le train entre Abidjan et Ouagadougou, vous voyez, va moins vite que certaines trottinettes dans les rues de Paris, donc à 36 km/h, donc c'est quand même une catastrophe. Donc rien n'a été fait. Et donc ce projet, aujourd'hui, moi je propose de l'étendre, ce qu'on appelle Africa Rail Plus, donc en plus de la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Bénin et le Togo, c'est de l'étendre vers Nouakchott, Dakar, Banjul, Bissau, Conakry, Freetown, Moravia, c'est-à-dire de faire un peu ce qu'a fait la Chine. Vous savez, la Chine a construit 20 000 km de chemin de fer à grande vitesse dans son pays, c'est-à-dire que maintenant le pays est entièrement connecté par des trains à grande vitesse, et aujourd'hui c'est ce que doit faire l'Afrique. Et donc ça avait été proposé dans les années 90, mais ça a été saboté. Aujourd'hui, c'est l'heure de relancer ça, à l'heure où justement il y a le fameux Agenda 2063 qui propose également de relier toutes les capitales africaines entre elles par des trains à grande vitesse. Donc, si vous voulez, c'est un projet phare, c'est un projet qui va relier d'ailleurs les Africains entre eux. Nous pas bouger. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Nous pas bouger. Vous savez qu'il y a même pas, je crois, 15 ou 16% d'échanges intra-africains dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Si on compare avec l'Europe où on est à plus de 70. Donc c'est parce qu'il y a ce manque d'infrastructures. Et donc ce projet Africa Rail permettrait une vraie renaissance en fait dans toute l'Afrique de l'Ouest, puisque les pays africains pourraient travailler entre eux. Vous savez, quand je suis allé au Mali et que j'ai marché sur le chemin de fer qui n'est plus fonctionnel, qui est rempli de tas d'ordures, etc. Vous voyez ça alors que le train fonctionnait à l'époque, si vous voulez, jusqu'à Dakar. Vous vous dites que là on est quand même tombé bien bas et qu'il est temps de repartir d'un nouveau pied. Et pour moi, ce projet, ce sera le symbole, si vous voulez, justement d'un retour à cette politique développementaliste, ce rêve des panafricains, de Modibo Keïta, de Nkrumah, de tous ces gens qui s'étaient battus pour ces projets, mais qu'on a empêché de réaliser. Alors, il serait concrétisé comment, avec quel financement, quel partenariat? Alors, sur ça, je suis très souverainiste, on va dire. C'est-à-dire que je pense que l'Afrique a les moyens de financer son propre développement. C'est-à-dire que l'Afrique doit rompre définitivement avec le FMI, la Banque mondiale, les agences de soi-disant développement comme l'AFD en France, et doit faire exactement ce qui a été fait par Modibo Keïta. En 1962, Modibo Keïta crée une banque nationale de crédit. Voilà, il crée une monnaie nationale, et à partir de cette banque nationale et de cette monnaie nationale, Modibo Keïta va lancer un grand programme d'industrialisation de son pays. Donc il va créer une compagnie aérienne, il va lancer un programme national d'autosuffisance alimentaire, il va commencer à développer des industries, des manufactures dans la conserverie, dans plein de domaines, pour être autosuffisant d'un point de vue énergétique et alimentaire. Donc moi je suis de ceux qui pensent que l'Afrique, et on le sait, et tout le monde le dit à longueur de journée, l'Afrique est remplie de richesses, de matières premières, c'est un des continents les plus riches, donc elle a largement plus les moyens de se financer, même que la France, qui n'a pas de pétrole, qui n'a pas d'or, qui n'a pas de bauxite, qui n'a pas de phosphate, qui n'a pas d'uranium. Donc l'Afrique peut être souveraine économiquement. Donc moi je suis de ceux qui pensent qu'il faut faire une révolution, comme ça a eu lieu au moment de la Révolution américaine, qui a mis fin à l'Empire britannique, et où ils ont créé une banque nationale de crédit productif public, ce qu'ils ont appelé, qui permettait d'émettre des crédits productifs pour investir dans le développement à long terme avec des faibles taux d'intérêt, puisque c'est des projets qui rapportent. Je vais prendre juste un exemple, le doublement du canal de Suez. Vous savez ce qu'a fait le président? Il a dit: moi je ne veux pas être dépendant des institutions internationales. Donc il a émis des obligations d'État qui ont été achetées à plus de 80% par le peuple égyptien lui-même. C'est-à-dire que le projet a été à 80% financé
par le peuple et par le gouvernement. Et donc ce projet qui avait coûté 10 milliards et qui, on disait, était un projet pharaonique, qui allait coûter énormément d'argent, au final ce projet en a rapporté 10 à 20 fois plus. Donc c'est ça pour moi la souveraineté économique. Et moi je suis de ceux qui pensent qu'en effet que l'Afrique est tout à fait capable de financer son propre développement et mettre fin justement à cette tutelle, encore une fois, des institutions financières internationales. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. Le journal des diasporas africaines. Sébastien Périmoni, je vous remercie infiniment d'avoir répondu aux questions du journal Diaspora africaine. Alors un petit mot sur justement les diasporas françaises, donc la diaspora française en Afrique, mais aussi, vous savez qu'il y a une forte diaspora africaine en France. Un sondage a dit que les chiffres, c'est 70% des Africains en France, des Franco-Africains vivant en France, en tout cas, qui disent qu'ils sont encore victimes de racisme et de discrimination. Qu'est-ce que vous répondez? Je peux répondre que je les comprends. En effet, en France, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que la France est un pays raciste, je dirais de manière systémique. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Mais je pense qu'on a un État français qui a maintenu justement par le maintien de cet ordre néocolonial une vision de l'Afrique qui est totalement dépassée. Rappelez-vous, M. Sarkozy déclarait que l'Afrique n'était jamais rentrée dans l'histoire. Ce genre d'image qu'on véhicule autour de l'Afrique fait qu'en effet il y a une vision dans la France d'une Afrique arriérée, vous voyez, d'une Afrique sans histoire, sans civilisation, sans passé finalement. Et ça, je pense que c'est un des problèmes qu'on a fait en France. D'ailleurs, j'ai moi-même fait plusieurs conférences sur l'histoire de l'Afrique, sur les thèses de Cheikh Anta Diop, pour justement expliquer aux Français qu'il y avait des royaumes au Mali bien avant la colonisation. Il y avait des royaumes dans toute l'Afrique, des mêmes royaumes extrêmement développés à l'époque, avec des civilisations extrêmement importantes, très développées. Mais malheureusement, c'est vrai que dans l'éducation française, on n'a pas accès à la connaissance de la civilisation africaine. Et ça, je pense que c'est un grand manque pour les Français et qui peut parfois biaiser leur jugement vis-à-vis du continent africain et de la diaspora qui est chez nous et qui subit finalement un petit peu cet héritage colonial, un petit peu archaïque. Votre dernier message aux Français de l'étranger? Votez pour moi si vous voulez voir l'Afrique avec les yeux du futur. Réorganiser justement un nouveau paradigme, une politique de co-développement et sinon préparez vos bagages parce que malheureusement je pense que si la politique de la France continue comme elle va et malheureusement avec ce que j'ai vu de M. Macron en Afrique ces derniers jours, j'ai pas l'impression que ça va changer. Je pense qu'il y aura de plus en plus de résistance contre les intérêts de la France et donc contre les Français de l'étranger, ce qui ne sera pas bon pour tout le monde, ni pour l'Afrique, ni pour la France. Merci Sébastien Périmoni, à très bientôt et bonne chance. Merci de votre invitation. Au revoir. Au revoir. Pour conclure, une chose est sûre. Informer comme migrer est un droit. Mais être bien informé est essentiel pour faire les bons choix avant de bouger. Que ce soit dans nos pays ou vers l'Europe, peu importe. Les jeunes Africains, hommes et femmes, ont le droit d'accéder à une information crédible sur la migration. Tout comme les médias et les journalistes africains doivent être soutenus. Dans certains cas protégés lorsque la vérité dérange, pour mieux informer la jeunesse africaine sur les défis et les opportunités qui s'offrent à eux dans la migration. Vous écoutez le journal des diasporas africaines.